Annika Smith était une jeune femme de 17 ans lorsqu'elle a été retrouvée inanimée chez elle dans la maison qu'elle partageait avec son père. C'était en Afrique du Sud et très vite l'histoire a été grandement médiatisée au vu de l'horreur qu'elle a subie. D'ailleurs, les enquêteurs annonceront que son agresseur lui avait volé ses mains. Suite à ça, l'enquête va subir énormément de rebondissements qui vont faire de cette affaire un cas bien particulier. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Annika Smith, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une affaire qui m'a passionnée du début à la fin. Vraiment, quand je l'écrivais, je me disais mais c'est pas possible qu'il y ait autant de rebondissements, c'était totalement dingue et j'espère qu'elle va vraiment vous passionner autant que moi. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Oli, c'est donc des boissons énergisantes véganes, sans sucre avec des colorants et arômes naturels, mais aussi des thés glacés boostés en antioxydants. Mais à présent, Oli se lance dans une toute nouvelle gamme de boissons qui visent à une hydratation maximale. Ces nouvelles boissons isotoniques sont parfaites si vous faites du sport. Avec elles viennent également 3 nouveaux goûts: pamplemousse rose, kiwi fraise et pêche blanche. C'est bon et c'est beaucoup plus sain que des boissons sportives artificielles. C'est vraiment le moment de vous lancer car pour l'instant, à l'achat de ces nouveaux packs de lancement, la marque vous offre différents cadeaux comme des shakers thermiques ou même des t-shirts. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables partout dans le monde. Donc voilà, ça se passe en barre de description les amis, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien Oli, d'aller faire vos petites emplettes et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez commandé. Mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup et maintenant lançons-nous dans cette très triste histoire. Annika Smith est née le 18 juillet 1993 dans la ville de Pretoria en Afrique du Sud. Elle a vécu avec sa mère Charlotte et son père Johan et d'ailleurs elle était leur enfant unique. Ses parents ont toujours souhaité le meilleur pour elle, ils ont toujours tout fait pour qu'elle soit heureuse, qu'elle ait toutes les cartes en main pour se garantir une belle vie. Malheureusement en 2006, donc lorsqu'Annika avait seulement 13 ans, ses parents vont divorcer et ce fut alors une transition assez difficile pour elle. Mais bon, malgré ça, Annika a toujours réussi à avoir une bonne relation avec ses deux parents et elle a toujours réussi à rester relativement proche des deux. Et puis ensuite, elle a grandi et elle est devenue une belle adolescente pleine de vie et très chaleureuse. Elle adorait les animaux et d'ailleurs elle faisait souvent du bénévolat dans un zoo local. Être avec les animaux, ça lui donnait toujours une très grande sérénité, donc c'est quelque chose qu'elle aimait faire et son job de bénévole lui tenait beaucoup à cœur. Par contre, quelques temps seulement après le divorce de ses parents, donc quand elle avait à peine 14 ans, eh bien Annika a dû prendre une décision vraiment compliquée pour une jeune adolescente. En fait, Charlotte, donc sa mère, avait pris la décision de quitter la ville de Pretoria et d'emménager au Cap qui se situe à près de 16 heures de route de là. Donc en fait, c'était horrible parce que Annika se retrouvait vraiment dans une situation où elle devait un petit peu choisir entre ses deux parents. Est-ce qu'elle allait vivre au Cap avec sa mère ou est-ce qu'elle restait vivre là avec son père? Ça a clairement été un choix difficile, mais finalement, eh bien, Annika a décidé de rester avec son père. Je pense que plus qu'autre chose, c'était aussi par confort de ne pas devoir déménager à l'autre bout du pays. Elle avait ses marques, elle avait ses amis sur place et donc
je trouve ça normal comme décision d'avoir voulu rester là et pas prendre un très très grand départ comme ça d'un coup. Mais bon, les premiers mois après ça, évidemment, elle a été un petit peu perturbée par cette décision qui a été assez difficile. Mais Annika n'a pas vraiment ressenti le manque de sa mère. Par contre, en grandissant, elle a petit à petit réalisé à quel point sa maman lui manquait et à quel point aussi elle avait besoin d'elle rien que dans la construction de la jeune femme qu'elle était en train de devenir. Donc face à tout ça, face à tous ces sentiments, eh bien Annika a fini par prendre une nouvelle décision, celle de rejoindre sa mère au Cap et donc d'emménager avec elle. Donc j'ai pu lire que là, Annika avait 15-16 ans lorsqu'elle a rejoint Charlotte, sa mère. Et d'ailleurs à ce moment-là, eh bien Charlotte était en couple avec un homme et les deux habitaient ensemble dans une maison. Donc Charlotte est arrivée au Cap, elle a vécu avec sa mère et son beau-père. Par contre, elle va quand même avoir la surprise de constater que sa mère était devenue une femme beaucoup plus stricte que dans ses souvenirs. En fait, Annika n'avait jamais vraiment été confrontée aux règles parce qu'en vivant avec son père, eh bien, elle était assez libre de faire ce qu'elle voulait. Mais là, elle va se retrouver dans une situation où sa mère avait mis des règles dans la maison, mais aussi des règles pour l'éducation de sa fille. Donc Annika va avoir pas mal de difficultés avec ça, surtout qu'elle va être confrontée à un autre problème de taille, c'était qu'elle s'entendait pas du tout avec son beau-père. C'est assez triste parce qu'en allant là-bas, eh bien Annika voulait vraiment renouer des liens avec sa maman, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien qui allait, ils se disputaient tout le temps, autant elle avec sa mère, elle avec son beau-père, mais aussi son beau-père et sa mère ensemble. Et donc face à ça, eh bien Annika a décidé de retourner vivre à Pretoria avec son père, et au final, en fait, je pense qu'elle a vécu même pas un an avec sa mère au Cap. Je pense vraiment que la vie qu'elle avait avec son père était plus facile pour elle parce qu'il était décrit comme un homme assez décontracté et les gens qu'il connaissait savaient qu'il donnait absolument tout pour sa fille. Il faisait toujours en sorte qu'Annika se sente heureuse et c'est pour ça qu'il lui mettait peu de règles. Il voulait qu'elle fasse les choses qu'elle aime. Quand elle le voulait un peu, il lui offrait beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça, c'est venu après le divorce parce qu'il voulait vraiment que son enfant ne soit pas trop impacté par tout ça. Mais je pense qu'il lui a même donné un peu trop de liberté. En tout cas, c'est ce que les gens qui le connaissaient diront. Mais pour en revenir à Annika, à présent, elle avait donc 17 ans et elle va tout de même bien changer. Elle était toujours une jeune fille globalement souriante et toujours chaleureuse, mais c'est vrai qu'elle avait comme développé un côté plus sombre. Ceux qui la connaissaient diront même que c'était comme si quelque chose s'était éteint en elle. Au niveau de son apparence, eh bien c'est la même chose. Jusqu'ici, elle avait toujours eu un style pétillant et apprêté, elle était blonde et son visage était lumineux, mais petit à petit, elle a commencé à aller vers un style plus gothique. Elle a commencé à porter du maquillage noir et épais, du rouge à lèvres foncé et des vêtements noirs. Elle a également teint ses cheveux blonds en noir ou en tout cas en couleur foncée. Alors évidemment, il n'y a rien de mal à vouloir changer, surtout au moment de l'adolescence. Il y a plein de personnes qui ont ce style, qui sont très heureux. Évidemment, ça n'a rien à voir. On parle du cas d'Annika. Et c'est vrai que quand elle a procédé à tous ces changements, ça n'a pas semblé être des choses positives pour elle, parce que plus elle changeait, plus elle semblait triste. D'ailleurs, au même moment, Annika a commencé à fumer, à boire beaucoup d'alcool et à faire énormément la fête avec ses amis. Donc là, encore une fois, vous allez me dire qu'en soi, elle était jeune et que cette phase, eh bien, beaucoup de gens la vivent. Alors je suis d'accord et pour le moment je trouve qu'il n'y a rien de très grave en soi. Mais de ce que j'ai pu lire, eh bien Annika faisait quand même la fête à outrance. En fait c'était comme si le fait que son père ne lui mette pas de limite faisait en sorte qu'elle non plus, elle se mettait jamais aucune limite. Mais quand même une chose à retenir, c'est que même si oui elle sortait beaucoup et qu'elle l'expérimentait on va dire, elle restait toujours une jeune fille courtoise qui avait énormément de respect pour son père et pour toute sa famille en soi. Mais à présent plongeons-nous dans la journée du mercredi 10 mars 2010. Je précise donc qu'à ce moment-là, Annika a toujours 17 ans et était donc toujours au lycée. Donc ce jour-là, journée d'école normale, Annika se réveille, mais rapidement elle va dire à son père qu'elle se sent pas très bien. Son père va alors lui dire de tout de même se préparer et ensuite il va l'emmener chez le médecin. Une fois chez le docteur, Annika va se faire ausculter et son médecin va lui annoncer qu'elle souffrait d'une otite et donc pour ça, il va lui prescrire des antibiotiques qu'elle devra prendre pendant les prochains jours. De plus, il va aussi lui dire de ne pas aller à l'école, de rester à la maison et de se reposer. Et donc suite à ça, eh bien, le père d'Annika ramènera sa fille chez elle et il ira porter son certificat à l'école. De plus, son père va aussi appeler la pharmacie et le pharmacien va accepter d'aller livrer les médicaments d'Annika chez elle pour qu'elle n'ait pas à se déplacer pendant la journée. Son père va donc lui dire que les antibiotiques arriveront dans l'après-midi et qu'en attendant, elle devait se reposer. Et puis, il va lui dire au revoir et partira finalement à son travail.
Ensuite, Annika était donc seule à la maison, mais on sait quand même quelques petites choses par rapport à ce qu'elle a fait en matinée. Déjà, on sait qu'elle a appelé sa mère vers 9h du matin et que les deux ont discuté pendant un petit moment au téléphone. Selon Charlotte, donc sa mère, Annika paraissait assez normale, c'était une journée presque banale. Oui, elle était malade, oui, elle restait à la maison, mais en soi, il n'y avait rien de différent chez elle. Par la suite, on sait que vers midi, le livreur de la pharmacie est arrivé avec les médicaments d'Annika. Par contre, quand il va arriver, il va voir que la barrière devant la maison était fermée, qu'il y avait comme des chiens de garde devant, donc il ne pouvait pas rentrer. Donc il a essayé de klaxonner plusieurs fois, mais personne n'est venu lui ouvrir. Il va quand même rester là un petit moment, il va observer la maison, mais selon lui, à l'intérieur, tout semblait calme, comme s'il n'y avait personne dans la maison. Au final, après avoir klaxonné vraiment plusieurs fois, le livreur a appelé son patron pour lui dire que personne ne venait lui ouvrir. Suite à ça, la pharmacie a alors appelé le père d'Annika afin de confirmer l'adresse une nouvelle fois et pour essayer de savoir pourquoi personne ne venait ouvrir au livreur. Là, quand le père d'Annika sera prévenu, il va effectivement trouver la situation étrange et il va alors appeler sur le téléphone fixe de la maison pour essayer de joindre sa fille. Malheureusement, elle n'a pas répondu au téléphone et son père, Johan, ne va pas vraiment s'inquiéter. Selon lui, si Annika ne répondait pas et n'entendait pas les coups de klaxon, c'était sans doute qu'elle dormait, elle était malade, c'était normal qu'elle veuille se reposer. Il va donc simplement dire à la pharmacie de ramener les médicaments au magasin et il leur dira qu'il viendra les chercher en fin de journée. Là, la fin de journée va arriver, Johan va rentrer chez lui et il s'attendait évidemment à voir sa fille. Par contre, déjà là, une fois qu'il était devant sa maison, qu'il s'était garé, il va voir quelques petites choses qui paraissaient étranges. Déjà, il va voir que la grille devant la maison, qui était normalement fermée, était maintenant ouverte. De plus, les chiens qui normalement sont derrière la grille, qui sont les chiens de garde, avaient été mis dans une petite zone grillagée, un peu à l'abri pour pas qu'ils puissent s'enfuir. Donc ça, c'était étrange et c'était quelque chose que lui ou sa fille faisait lorsqu'il y avait un invité qui venait à la maison. Donc évidemment, Johan va trouver la situation bizarre, il va rentrer chez lui et là, en entrant dans sa salle à manger, il va être assez choqué. En fait, tout était en désordre total, beaucoup de choses étaient tombées au sol ou s'étaient cassées et les chaises étaient même renversées. Par contre, sur la table de la cuisine, Johan va trouver 2 tasses de café qui semblaient intactes et qui étaient toujours remplies. Face à cette scène, Johan va savoir que quelque chose n'allait pas, il va donc prendre son téléphone et il va essayer d'appeler sa fille Annika, mais malheureusement, elle ne va pas répondre au téléphone. Il a ensuite décidé d'aller voir dans la chambre d'Annika au cas où elle y serait et là, il va alors être confronté à une vision d'horreur, quelque chose dont aucun parent ne devrait jamais être témoin. Il va voir sa fille allongée sur le dos dans son lit, le visage tourné vers la droite et nue jusqu'à la taille. Il verra également qu'elle avait été poignardée à plusieurs reprises et avait la gorge tranchée. Ses mains avaient également été coupées et elle avait été agressée sexuellement avec une bouteille en verre. D'ailleurs, c'est vraiment un détail horrible, mais la bouteille dépassait encore de ses jambes. De plus, son corps avait vraiment été mis dans une position dans le lit pour vraiment l'humilier. Il y avait vraiment quelque chose derrière où on voulait que la personne qui la retrouve dans cette position et dans cet état vraiment humiliant. Là, son père va se mettre à courir le plus vite qu'il pouvait vers la maison de sa voisine pour demander de l'aide et pour l'obliger à rentrer avec lui dans la maison. Cette voisine va donc elle aussi entrer dans la chambre et verra Annika assassinée dans son lit. Ça a été une scène très traumatisante pour elle aussi parce qu'elle connaissait la famille depuis déjà 23 ans et Annika, elle l'avait vraiment vue grandir, elle la connaissait depuis qu'elle était bébé, donc voir tout ça a été aussi horrible pour elle. Bon, en tout cas, là, Johan et la voisine vont ensemble appeler la police qui va se rendre sur les lieux. Dans un premier temps, les enquêteurs constateront qu'il n'y avait aucun signe d'effraction et d'ailleurs, le fait qu'il y avait 2 tasses de café sur la table de la cuisine laissait penser qu'Annika avait ouvert à son assassin et qu'elle semblait donc le connaître. On peut donc aussi imaginer que son assassin l'aurait attaqué au moment où ils allaient s'asseoir tous les deux pour boire un café. Par contre, les enquêteurs noteront autre chose, c'est que cet agresseur ne semblait pas être un ami proche ou en tout cas pas quelqu'un qui venait régulièrement chez Annika et son père. S'ils ont réussi à déduire ça, c'est parce que quand le père d'Annika est rentré chez lui, il a vu que ses chiens avaient été mis dans la petite partie grillagée du jardin. Comme je vous ai dit, c'était des chiens de garde, donc ils avaient tendance à attaquer ou être un petit peu bizarres avec les personnes qu'ils ne connaissaient pas. Donc quand c'était quelqu'un qui venait régulièrement, il laissait les chiens en liberté dans le jardin. Mais quand c'était une nouvelle personne ou une personne qui était peut-être venue juste une fois à la maison, et bien que ce soit Annika ou son père, et bien ils enfermaient les chiens dans cette petite zone grillagée. Donc le fait que le jour de sa mort,
Annika ait enfermé les chiens là-bas montre que la personne qui est venue chez elle, elle lui a ouvert, mais elle ne le connaissait pas bien ou il ne venait pas souvent. Et là, le fait de savoir ça, c'est déjà une très bonne chose à savoir et c'est quelque chose qui va aider les autorités dans leur enquête. Autre chose à noter, c'est que rien dans la maison ne semblait avoir été volé. Donc là, selon les enquêteurs, la cible du crime pourrait être un mobile sexuel. On sait qu'Annika a été agressée sexuellement et qu'ensuite elle a fini par décéder des suites de ses multiples coups de couteau au cou et dans la poitrine. Par contre, une autre chose importante à noter est que ses mains avaient été coupées et son assassin est reparti avec. D'ailleurs, vu le peu de sang retrouvé sur la scène, les enquêteurs noteront que sans doute les mains lui avaient été tranchées après sa mort. Donc là, oui, on peut imaginer que le mobile du crime soit sexuel, mais pourquoi est-ce que les mains ont été tranchées? Alors, il y a cette théorie comme quoi ça pourrait être pour garder comme un trophée de sa victime ou quelque chose comme ça, ou peut-être même un fantasme sur les mains. Mais les enquêteurs de leur côté avaient une autre théorie. En fait, on pense que si pendant son agression, Annika s'est défendue, qu'elle a peut-être griffé son assassin ou quelque chose comme ça, c'est possible que l'ADN de cet assassin se soit glissé sous ses ongles. Si le meurtrier était un minimum renseigné et s'est dit qu'effectivement son ADN pouvait être retrouvé sous les ongles de sa victime, il est possible qu'il lui ait coupé les mains dans le but d'enlever ces éléments de preuve. À ce moment-là, on peut imaginer qu'il les aurait pris avec lui et s'en serait débarrassé d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, pour préciser, ses mains n'ont jamais été retrouvées. Mais bon, au final, si le but de l'assassin était d'enlever ces preuves ADN, ça n'a pas vraiment marché. Au final, de l'ADN a pu être récupéré sur le corps d'Annika. Cet ADN a ensuite été envoyé dans des laboratoires de la police pour être comparé à tous les échantillons de la base de données nationale d'ADN d'Afrique du Sud. Donc là, si l'agresseur, si l'assassin avait le moindre casier judiciaire, on aurait pu le retrouver. Or, l'ADN retrouvé sur le corps n'a matché avec aucun autre des ADN dans la base de données. Ça voulait donc dire que cet assassin n'avait sans doute pas de casier judiciaire. Les enquêteurs ont alors interrogé tout le voisinage afin de savoir s'ils avaient entendu un cri ou vu quelque chose. Une voisine va alors confier aux enquêteurs que dans la matinée du 10 mars, elle a effectivement entendu un cri féminin à un moment donné, mais pile quand elle l'a entendu, quelqu'un a sonné à sa porte. Donc elle a été ouvrir et à ce moment-là, elle a un petit peu oublié le fait qu'il y avait un cri et elle n'a pas fait plus attention que ça. Sinon, un autre voisin va aussi témoigner et il dira qu'à 8h du matin, quand il est parti au travail, il est passé devant la maison d'Annika et son père et il a constaté que la grille était toujours bien fermée et que les chiens étaient toujours libres dans le jardin. Il dira aussi qu'à 13h, quand il est revenu, là, il a constaté que la grille était ouverte et que les chiens étaient à présent renfermés dans la partie grillagée. Donc si on reprend ces témoignages, on peut avoir une idée précise de quand a eu lieu le meurtre. On sait qu'à midi, l'assassin n'était pas encore arrivé parce que le livreur des médicaments a vu que la grille était fermée et les chiens libérés. On sait qu'à 13h, lorsque le voisin est rentré, là, la grille était ouverte et les chiens enfermés. Donc, le meurtre a eu lieu entre midi et 13h. Donc là, ça fait quand même beaucoup de choses. On a l'ADN du coupable et on a une toute petite tranche horaire où le meurtre aurait pu avoir lieu. À partir de là, les enquêteurs se sont dit qu'ils allaient interroger les proches d'Annika dans le but de peut-être avoir un suspect. Très vite, une première personne va alors attirer leur attention. Il s'agissait de l'ex-petite amie d'Annika qui s'appelait Nico Venter. Annika et lui s'étaient en fait séparés quelques mois seulement avant le meurtre. Alors les amis du couple vont expliquer qu'au début de leur relation, tout se passait bien et qu'Annika était même assez heureuse. Par contre, avec le temps, Nico s'était révélé être un petit ami extrêmement jaloux et même contrôlant. Par exemple, Nico refusait qu'Annika ait des amis masculins, même si elle les connaissait depuis très longtemps, il refusait qu'elle leur parle. De plus, Annika avait 17 ans, Nico avait 20 ans, c'est pas beaucoup, 3 ans de différence, mais à cet âge-là, ça joue quand même, et ça fait que tous les deux n'avaient pas la même perspective de l'avenir et ils n'avaient pas les mêmes attentes dans un couple. Donc voilà, au final, ils avaient fini par rompre. Alors, suite à ces informations, la police va interroger Nico. Dans un premier temps, on va alors lui demander un alibi et on va lui demander où est-ce qu'il se trouvait le matin du meurtre. Nico a alors déclaré que le mercredi 10 mars, il avait travaillé toute la journée comme agent de sécurité dans le casino de la ville. Il a également mentionné que ce jour-là, lui et Annika s'étaient envoyé des SMS, mais qu'ils ne s'étaient absolument pas vus.
Mais bon, même avec ça, eh bien, les enquêteurs vont être convaincus qu'il était coupable. D'ailleurs, le fait que Nico soit devenu le premier suspect sur la liste n'a pas vraiment été un sujet bien gardé et petit à petit, eh bien, tout le monde en ville a commencé à savoir qu'il était potentiellement le meurtrier d'Annika. C'est aussi comme ça que les gens ont commencé à parler et petit à petit, on va dire que Nico était en fait un homme violent. Ses connaissances, les gens qui l'avaient parfois un peu fréquenté, iront même voir la police et ils diront que quand ils sortaient avec Annika, ils avaient toujours eu un sentiment de malaise, comme si leur relation était très toxique et donc ça leur donnait l'impression que oui, ça pouvait bel et bien être lui le coupable. Les médias vont même s'en mêler et ils vont venir appuyer cette théorie et donc au final, la police a fini par arrêter Nico pour le meurtre d'Annika et il sera d'ailleurs accusé officiellement. Mais bon, Nico a continué à clamer son innocence et en quelques jours seulement, eh bien, les autorités vont se rendre compte qu'ils avaient été trop vite et qu'au final, eh bien, Nico n'était pas coupable. Il faut savoir qu'il l'avait arrêté avant même de vérifier son alibi. Donc lorsque les enquêteurs sont arrivés au casino, là où soi-disant il avait travaillé toute la journée, ils ont demandé à vérifier les caméras de vidéosurveillance et ils ont bel et bien vu que sur les images, il avait travaillé là toute la journée. De plus, Nico a accepté de donner son ADN et il sera comparé à celui retrouvé sur le corps d'Annika et les deux ne correspondront pas. Suite à ça, il a donc été libéré et toutes les charges contre lui ont été abandonnées. Mais malheureusement, eh bien, le public pensait toujours qu'il était coupable et les gens s'étaient déjà fait une idée sur ce qui s'était passé. Donc il faut vraiment se dire que ça a été très dur pour Nico par la suite parce que sa réputation a vraiment été entachée et tant que les enquêteurs n'avaient pas trouvé d'autres suspects ou le coupable, eh bien Nico restait dans la tête des gens le coupable, le meurtrier d'Annika. Pour vous dire, ça a même été très loin parce qu'à des moments, il s'est pris des menaces de mort et même sa famille s'est pris des menaces de mort. Donc il faut vraiment se dire que ça a été un enfer pour lui. Par contre, pour aller un petit peu de l'autre côté aussi, il faut se rendre compte que le public était vraiment terrifié. Les gens de la ville de Pretoria avaient peur et encore plus les gens qui habitaient dans le même quartier qu'Annika parce qu'ils se disaient il y a peut-être un tueur en série qui rôde. Donc vraiment ils avaient très peur, surtout que ce quartier n'était pas un des quartiers les plus sûrs de la ville. En fait, si cette histoire a fait tellement de bruit et si elle a vraiment choqué tout le monde, je pense que c'est parce que le meurtre avait été d'une brutalité sans précédent et puis le fait qu'on ait coupé les mains d'Annika, mains qui ne seront jamais retrouvées, a beaucoup choqué. Et puis il y avait aussi la façon humiliante avec laquelle le corps avait été retrouvé et le fait qu'elle ait été agressée avec une bouteille. Tout ça rendait l'affaire encore plus dingue. Je pense que les gens avaient vraiment du mal à imaginer que quelqu'un, peut-être une personne qu'ils croisaient tous les jours en ville, était capable de faire quelque chose d'aussi atroce. La peur de toute une ville a alors énormément pesé sur les autorités et je pense que c'est pour ça que les enquêteurs ont été mis sous pression et qu'ils ont essayé de trouver des réponses le plus vite possible et que c'est à cause de ça que Nico a été arrêté aussi vite. Donc je pense que c'est important quand on écoute cette histoire de vraiment se rendre compte du climat de peur qui régnait. Mais bon, on va continuer cette enquête et les enquêteurs vont eux continuer à interroger les proches d'Annika. Ils vont alors dresser une longue liste de suspects pour vraiment essayer de laisser aucune possibilité sur le côté. D'ailleurs, parmi ces possibilités, eh bien la police va considérer Johan, le père d'Annika, comme un potentiel suspect, surtout que c'était lui qui avait fait la découverte du corps de sa fille. Les enquêteurs vont alors interroger la voisine de Johan, celle que Johan avait en fait été chercher au moment de la découverte du corps et qui avait été elle-même dans la chambre et qui avait vu Annika dans cet état. Cette voisine va alors dire aux enquêteurs qu'elle ne pensait vraiment pas que Johan aurait été capable de faire du mal à sa fille. Elle témoignera d'ailleurs en disant qu'il était un père attentionné et aimant et sûrement pas un meurtrier. Par contre, cette voisine dira autre chose aux enquêteurs. Selon elle, Annika était une adepte du satanisme. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que je pense qu'elle a dit ça à cause de son look gothique. Mais vous allez voir, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour en revenir à Johan, le père d'Annika, malheureusement, lui aussi va vivre une vague de haine immense lorsque les médias ont commencé à dire qu'il était devenu suspect dans cette affaire. À partir de là, il y a vraiment eu plein de rumeurs atroces sur lui, dans sa ville, dans son quartier, mais aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, une photo de lui en particulier va beaucoup circuler. Sur cette photo, eh bien, on pouvait voir Johan qui avait une grosse coupure en dessous de l'œil. Lorsque la photo a été rendue publique sur les réseaux, eh bien, tout le monde a commencé à dire que cette coupure, il l'avait eue pendant qu'il était en train de tuer sa fille. Selon eux, c'était donc Annika qui s'était défendue et qui avait blessé son père sous l'œil.
Mais bon, on sait aussi que sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à croire n'importe quoi sans se renseigner un peu plus. C'est ce qui s'est passé ici parce qu'on va en fait découvrir que cette photo, elle datait de 4 ans auparavant et que la blessure qu'il avait sous l'œil, en fait, c'était dû à une petite opération qu'il avait eue. On lui avait enlevé un grain de beauté ici et donc ça fait qu'il avait une petite entaille, mais rien de plus. Ça n'avait rien à voir avec Annika et c'était une photo qui datait vraiment d'il y a longtemps. Bon, au final et heureusement, eh bien, à un moment donné, le père d'Annika va être remis sur le côté de l'enquête et on s'intéressera plus jamais à lui en tant que suspect. Alors pour la suite de cette affaire, les enquêteurs vont s'intéresser à une troisième personne. Il s'agissait cette fois d'un jeune homme de 18 ans qui s'appelait Damien Treby. Alors il faut savoir que Annika et Damien n'étaient pas forcément amis, mais ils fréquentaient le même groupe de connaissances. Damien avait 18 ans, il avait 1 an de plus qu'Annika, mais ils étaient dans le même lycée, il était juste une classe au-dessus. Damien sera alors interrogé et il va expliquer qu'il connaissait un petit peu Annika parce qu'ils habitaient pas très loin et que parfois ils rentraient donc de l'école tous les deux à pied. Par contre, il dira aussi ne jamais être rentré chez elle et tout ce qu'il faisait, c'était parfois rentrer tous les deux à pied. Par la suite, les enquêteurs demanderont à Damien ce qu'il faisait le jour du meurtre. Il dira alors que le 10 mars au matin, eh bien, il était à l'école comme tous les autres étudiants. Par contre, il dira également que sur le temps de midi, il s'était disputé avec sa copine. De ce que j'ai pu comprendre, ils avaient même rompu, ça avait été très loin. Et au final, eh bien, il n'avait plus le courage de continuer les cours et il avait séché l'après-midi. On va alors demander à Damien où est-ce qu'il se trouvait justement une fois qu'il a quitté l'école et il va expliquer qu'il n'était pas du tout dans son quartier et pas du tout dans le quartier où Annika habitait. Il va expliquer qu'après ça, il avait en fait été chez un prêteur sur gage et qu'il lui avait vendu son violon en échange d'un petit peu d'argent. La mère de Damien a d'ailleurs été interrogée et elle va confirmer cette version des faits. Par contre, malgré tout, eh bien, les enquêteurs vont quand même se dire que son alibi était un petit peu bancal. Ils vont alors décider d'interroger les camarades de classe de Damien afin d'avoir un petit peu plus d'informations sur lui. Là, les élèves vont se précipiter pour dire que le lendemain du meurtre d'Annika, ils avaient remarqué que Damien avait des petites coupures dans le cou, comme si quelqu'un l'avait éraflé, comme si c'était des ongles qui l'avaient griffé. Les élèves diront même que suite à ça, eh bien, il y avait eu une grosse rumeur dans toute l'école qui désignait justement Damien comme le meurtrier d'Annika. Il faut aussi savoir, et ça rajoute quelque chose d'assez glaçant au personnage, que Damien se faisait appeler le vampire. En fait, vampire, c'était le pseudo qu'il utilisait sur un réseau social sud-africain qui s'appelle Mxit. Je suis pas sûre de la prononciation, c'est peut-être Mxit, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà, en tout cas, c'est pour préciser que Damien ne se faisait pas appeler vraiment le vampire dans sa vie au quotidien, mais c'était son pseudo sur ce site. Et c'est donc comme ça que les journalistes vont l'appeler, il va devenir le vampire. Ça va être son nom dans les médias parce que son identité à lui, son prénom et son nom vont eux rester anonymes pour le protéger. Mais donc pour en revenir à ce réseau social, eh bien Damien était en fait présent sur plusieurs groupes de discussion entre personnes qui se faisaient aussi appeler un peu vampire, sorcier ou des trucs en rapport avec le démon, la magie noire ou des choses comme ça. D'ailleurs, les enquêteurs vont trouver une discussion entre Damien, alias Vampire, et un autre utilisateur qui se faisait appeler Satan Eyes, donc en français les yeux de Satan. Dans cette discussion, les deux échangeaient en fait sur des rituels de magie noire visant à tuer des personnes. Ils parlaient pas de meurtre à proprement parler, mais ils échangeaient des idées de sorts qui viseraient à faire du mal à d'autres personnes. Évidemment, lorsque les enquêteurs vont tomber sur cette discussion, ils vont vraiment commencer à considérer le fait que Damien pourrait être le meurtrier d'Annika et que son meurtre puisse en fait faire partie d'un rituel satanique. Donc vous voyez, on en revient à cet univers satanique dont la voisine d'Annika et son père avaient parlé plus tôt. Là encore, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. On a des jeunes qui s'habillent en noir, gothique comme ça, et donc tout le monde spécule un petit peu sur ces gens gothiques et tout le monde s'imagine un monde plein de magie noire et de rituels. Et vraiment, c'est quelque chose qui pèse énormément dans l'imaginaire collectif. Là, encore une fois, les médias vont jouer leur rôle, ils vont relier cette histoire en disant qu'il y a un homme qui se fait appeler le vampire, qui est dans un univers de magie noire. Et en voyant tout ça, il y a une petite panique qui va s'installer et l'ex-petite amie de Damien va aller voir la police. Je précise que cette ex-petite amie, c'est la même avec qui il s'était disputé ou même qu'il avait rompu le jour du meurtre d'Annika. Donc cet ex va aller voir la police et va expliquer que
quelques jours, quelques semaines avant que Annika soit assassinée, elle avait parlé à Damien et elle lui avait dit qu'elle aimerait qu'il tue 2 personnes de sa famille par l'intermédiaire de la magie noire. Elle dira que c'était pas du tout une conversation sérieuse, qu'elle avait dit ça au détour de plusieurs blagues et de plusieurs frustrations vis-à-vis de membres de sa famille, mais en gros, elle lui avait dit avec tes sorts, est-ce que tu peux les tuer, en rigolant soi-disant. Cet ex dira qu'elle ne croyait pas vraiment à la magie noire et toutes ces choses-là, mais que par contre, elle se disait que peut-être, Damien, son ex-petit ami, avait pris cette demande au sérieux et qu'il avait vraiment voulu faire un rituel pour essayer de tuer les 2 membres de la famille de sa copine. En gros, c'est un peu perché et assez difficile à comprendre, mais on pense que Damien aurait sacrifié Annika dans le but d'un rituel qui visait à tuer des membres de la famille de sa petite copine. Donc j'espère vraiment que vous me suivez parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, cette théorie, elle va plaire aux enquêteurs et ils vont alors se dire qu'ils avaient toutes les pièces du puzzle. Ils vont alors décider de creuser encore un petit peu dans la vie de Damien pour voir à quel point cet univers de sorcellerie était présent dans sa vie. La mère de Damien va alors témoigner et elle expliquera que son fils aimait bien disséquer des serpents et qu'il était très impliqué dans la sorcellerie depuis un bon moment d'ailleurs. Elle dira d'ailleurs que son fils était un jeune un peu rebelle qui aimait les choses sombres et elle dira d'ailleurs qu'il était extrêmement fan de films d'horreur. Par contre, elle sera intransigeante sur une chose, son fils n'était pas un meurtrier et pour elle, le fait qu'il soit sombre, qu'il soit dans cet univers, ne voulait pas dire que c'était lui l'assassin d'Annika. Pour elle, c'était 2 choses qui n'avaient strictement rien à voir. Mais bon, comme je vous ai dit, les choses étaient encore une fois déjà faites. Il y avait une telle panique dans les médias, dans la ville, en fait dans toute l'Afrique du Sud par rapport au satanisme, que tout le monde se disait qu'il fallait arrêter Damien, qu'il était dangereux autant pour tout ce qu'il faisait dans la magie que pour les sacrifices et les prochaines personnes qu'il pourrait tuer. Mais je le rappelle, tout ça, ce n'est que des spéculations. Mais ça va aller assez loin parce qu'à un moment donné, on va même suspecter toute sa famille d'être sataniste. Par exemple, lors d'un interrogatoire, un des enquêteurs va demander à la mère de Damien pourquoi est-ce qu'elle avait appelé son fils Damien, parce qu'en fait, selon eux, Damien ressemblait à démon, donc sans doute que sa mère était satanique. D'ailleurs, pendant cet entretien, sa mère a été un petit peu choquée parce qu'elle dira juste qu'elle aimait bien ce prénom et que ça n'avait strictement rien à voir avec le démon ou quelque chose comme ça. Autre chose qui va rendre cette enquête et toute cette histoire bien plus compliquée, c'est que avec tout cet engouement autour du vampire, la réelle identité de Damien va fuiter. Au final, son nom et son prénom va être donné sur les réseaux sociaux et à partir de là, tout le monde va commencer à faire sa propre enquête, ce qui va même nuire à l'enquête officielle des autorités. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'ici, oui, il y avait beaucoup d'agitation autour de Damien, mais les enquêteurs, eux, n'avaient pas vraiment de preuves concrètes à son encontre. Même si son alibi n'était pas vraiment en béton, il en avait un et sa mère soutenait justement son alibi. La police va alors de nouveau l'interroger et ils vont demander à Damien comment est-ce qu'il s'était fait ces égratignures au cou. Parce qu'en soi, ces égratignures, c'est comme le 2e indice seulement qui pourrait montrer qu'il pourrait être impliqué dans cette histoire. Vraiment, je vous le dis, tout ça ne tient pas à grand-chose. Mais en tout cas, Damien va répondre aux policiers et il va leur expliquer que le 10 mars, donc le jour du meurtre d'Annika, lorsqu'il s'est disputé / rompu avec sa petite amie sur le temps de midi, les 2 se sont battus. C'était quand même quelque chose d'assez violent. Pendant qu'ils se battaient, sa petite amie lui aurait alors griffé le cou, ce qui aurait créé ces marques. Il dira même que la dispute avait été tellement violente que c'est pour ça qu'il avait décidé de ne pas aller à l'école l'après-midi et de sécher les cours. Les enquêteurs demanderont alors s'il y avait des témoins de cette bagarre et il dira que oui, sa sœur jumelle était là. En fait, Damien avait une sœur jumelle qui était donc dans sa classe, qui avait la pause midi en même temps que lui et elle a vu cette bagarre et elle va donc dire aux enquêteurs que oui, elle avait bel et bien vu l'ex-copine de Damien en train de lui griffer le cou. Donc là, on a une toute autre explication de ces égratignures. Par contre, il y a quand même quelque chose, il a des alibis, il a des excuses pour beaucoup de choses, mais les gens qui viennent soutenir ces alibis, ce sont toujours des membres de sa famille. Ça ne veut pas dire que sa famille ment, mais c'est vrai que pas mal de gens en font des spéculations. Donc là, Damien, il va bien se rendre compte que personne ne le croit. Tout le monde le croit coupable, les enquêteurs en premier, et il va dire, écoutez, je vais faire un test ADN. Prenez mon ADN, comparez-le à l'ADN que vous avez,
et vous verrez bien que je ne suis pas coupable. Damien va donc passer ce test ADN et là, les résultats reviendront quelques semaines plus tard. Les policiers constateront alors que l'ADN de Damien ne correspondait pas à celui retrouvé sur le corps d'Annika. Avec ça, il a donc fini par être innocenté. C'est dingue parce que s'ils avaient fait ça dès le début, eh bien Damien n'aurait pas eu à vivre tout ça. Et on se rend compte, si on revient un petit peu en arrière, que tout ce qui lui est arrivé, eh bien au final c'est un peu dû juste à son style vestimentaire et son penchant pour tout ce qui est magie noire. En fait, il n'y a jamais eu aucune preuve concrète contre lui et pourtant tout le monde était sûr de sa culpabilité. Mais voilà, à présent, même s'il avait été innocenté, encore une fois les choses étaient faites et jusqu'au prochain coupable, eh bien tout le monde va se dire que c'était lui le meurtrier, qu'il était étrange, que c'était un vampire et sa réputation va être fortement entachée. Faut bien se dire que pendant des années, tout le monde va le regarder comme un criminel dans sa ville et c'est à la limite il ne pouvait plus sortir de chez lui sans qu'on l'insulte, sans qu'on le menace. Ça a été une vie très très compliquée à mener pour lui. D'ailleurs, après ça, malheureusement, les enquêteurs ne trouveront plus aucun suspect et l'enquête va rester comme ça pendant 6 longues années. Mais finalement, le 17 septembre 2016, il va y avoir un énorme rebondissement dans cette affaire. À 7h15 ce matin-là, un homme de 22 ans va se rendre au commissariat de Pretoria et va avouer le meurtre d'Annika Smith. Cet homme, il s'appelait André Van Wyk, son surnom était Smiley et en 2010, donc à l'époque du meurtre d'Annika, il avait 16 ans et il semblait pourtant n'avoir aucun lien de près ou de loin avec elle. C'était très étrange parce qu'il semblait donc pas connaître Annika et en plus il n'avait aucun casier judiciaire. C'était vraiment un homme qui sortait de nulle part, la police ne le connaissait pas et jamais il n'avait été suspecté dans cette affaire. En fait, en 2016, André, donc alias Smiley, travaillait comme technicien en climatisation et vivait toujours à la maison avec ses parents. Il était décrit comme un homme très heureux, très agréable à vivre, avec toujours un énorme sourire et c'est donc pour ça qu'on l'appelait Smiley. Pour en revenir à ses aveux, eh bien, il va expliquer à la police qu'il pensait sincèrement avoir tué Annika, mais qu'il ne se souvenait absolument de rien de la journée du meurtre. Il dira donc qu'il était là pour avouer, mais aussi pour que les enquêteurs l'aident à retrouver sa mémoire, parce qu'il avait vraiment besoin de comprendre ce qui s'était passé. Suite à ça, suite à cette déclaration, il a donc été accusé de meurtre, d'agression sexuelle, de mutilation et il a été arrêté. D'ailleurs, au même moment, eh bien, Damien, donc celui qu'on surnommait le vampire, a décidé de publier une déclaration dans la presse. Depuis 6 ans, j'ai été traité comme un criminel. J'ai été reconnu coupable par l'opinion publique. J'ai été qualifié de sataniste et de meurtrier par plusieurs personnes, y compris les médias. J'ai clamé mon innocence dès le premier jour et c'est toujours le cas. J'étais et je ne suis toujours pas coupable. J'espère que ce chapitre de ma vie est maintenant terminé. J'espère, je crois et j'ai confiance que justice sera désormais rendue. Je demande que ma vie privée et celle de ma famille soient respectées. Je demande également à ce que je ne sois plus appelé le vampire. Donc voilà, et heureusement pour lui, avec l'arrivée de ce nouveau suspect, eh bien les choses se sont un petit peu plus calmées pour Damien. Mais revenons-en à présent à l'enquête et à ce fameux Smiley. Les autorités vont alors le soumettre à une évaluation psychiatrique afin de s'assurer qu'il était bel et bien sain d'esprit. De plus, les enquêteurs vont lui prélever un petit peu d'ADN afin de le comparer à celui retrouvé sur le corps d'Annika afin d'être sûr que c'était bel et bien lui le meurtrier. Quelques semaines plus tard, eh bien, les résultats ADN vont tomber et là encore, ça va être une grande surprise. L'ADN de Smiley ne correspondait pas à celui retrouvé sur la victime. Lorsque Smiley va l'apprendre, il a alors pris la décision de revenir sur ses aveux. À partir de là, les enquêteurs vont lui demander pourquoi est-ce qu'il avait dit qu'il était le meurtrier d'Annika si ce n'était pas lui, et il va raconter une histoire vraiment étrange. Il va expliquer que la veille de ses aveux, il se trouvait dans un bar, il avait bu un petit peu d'alcool, et à un moment donné, il s'était fait approcher par un couple. Ce couple, composé d'un homme et d'une femme, lui avait alors demandé d'aller voir la police et de dire qu'il était le meurtrier d'Annika Smith. Il l'avait selon lui menacé en disant que s'il ne le faisait pas, ils allaient tuer toute sa famille. Et d'ailleurs, toujours selon Smiley, eh bien le couple savait dans quelle école allaient ses petits frères, ils connaissaient leur nom, vraiment ils étaient très convaincants. Bon, là les enquêteurs se sont dit, il faut qu'on aille dans le bar où Smiley a fait soi-disant cette rencontre et qu'on regarde des caméras de surveillance. Sur les images de cette fameuse soirée, ils vont bel et bien voir Smiley au bar en train de boire quelques verres et puis en train d'aller sur la piste de danse. Ils vont également voir que sur cette piste de danse, à un moment donné,
il a parlé à un couple de 2 personnes, mais vraiment pendant quelques secondes, ça n'a pas duré longtemps et ça paraissait assez courtois comme toute petite discussion. En fait, c'était vraiment difficile à croire qu'en quelques secondes, ce couple l'avait menacé. On aurait simplement dit un petit échange, l'un voulait passer ou quelque chose comme ça, mais rien de plus. Toute cette histoire devenait donc extrêmement étrange et à ce moment-là, eh bien, Smiley était toujours emprisonné. Et c'est là que ça devient donc encore plus étrange parce que ses compagnons de cellule vont demander à parler aux enquêteurs. Ils vont alors expliquer que Smiley leur avait confié qu'il avait bel et bien tué Annika et qu'il avait enterré ses mains dans un endroit très spécial. Il aurait même plaisanté en disant qu'il voulait être appelé Smiley Scissorhands, donc comme Edward Scissorhands, donc qui est le titre anglais de Edward aux mains d'argent. Donc là c'est bizarre parce que si Smiley dit aux enquêteurs qu'il n'est pas coupable, qu'on lui a demandé de mentir et qu'en prison il dit tout le contraire aux autres personnes et même qu'il fait des blagues là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème quelque part. Donc là, selon les enquêteurs, il y a 2 solutions possibles. Soit les détenus mentaient dans le but qu'on leur offre des privilèges pour avoir aidé la police, soit Smiley se vantait réellement pour une raison que les enquêteurs devaient encore découvrir. Soit c'était parce qu'il avait réellement quelque chose à voir avec le meurtre, soit parce qu'il avait des soucis mentaux, soit parce qu'il avait peur d'être en prison et donc il essayait un petit peu de montrer aux gens qu'il pouvait être une personne dangereuse pour essayer de s'en sortir. Mais bon, malheureusement, eh bien, on n'a pas la réponse à toute cette histoire. En fait, au final, toutes les charges retenues contre Smiley ont été abandonnées par un manque de preuves et donc sans ses aveux, les enquêteurs n'avaient littéralement rien contre lui et ils ont donc fini par le relâcher. C'est donc à cause de ça que toute cette situation n'a pas pu être éclaircie. Cette histoire est vraiment très frustrante du début à la fin. Personne au final n'a été reconnu coupable pour le viol et le meurtre d'Annika Smith. Ses mains n'ont jamais été retrouvées non plus et donc aujourd'hui, à moins que quelqu'un ne se décide à parler, les enquêteurs doutent de savoir ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, le dossier est donc classé et peut-être qu'un jour il sera réouvert, mais pour ça je pense qu'il faut réellement qu'il y ait un témoignage, que quelque chose se passe. Enfin voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura autant intéressé que moi. Je trouve cette histoire totalement folle et j'espère qu'un jour on aura la vérité sur tout ça parce que je trouve ce cas tellement dingue parce qu'on a tellement d'informations dans un sens et c'est fou qu'on ne puisse pas trouver qui est cet assassin. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît tout ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos théories? Ça m'intéresse beaucoup, surtout dans ce genre d'affaires. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour en barre de description si vous êtes intéressé par les produits Olly Energy. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non plus. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!